Smart at Work vous est présenté en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travailler. Alors ce mois-ci, je vous propose de nous pencher sur les fusions, acquisitions de start-up. D'abord, comment est-ce qu'on choisit la cible sur laquelle on jette son dévolu? Comment communiquer vis-à-vis à la fois des collaborateurs, mais aussi des clients? Comment ensuite est-ce qu'on met en place un plan d'intégration? Quels sont les défis à relever à la fois sur le plan humain, sur le plan de l'IT, sur le plan des offres? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre dans un instant avec mes invités dans Smart at Work. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Gouget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département fusion-acquisition, co-responsable chez Del Sol Avocat. D'abord, moi, j'aimerais essayer de comprendre quels sont les objectifs qu'on poursuit quand on se dit, voilà, je suis chef d'entreprise et je vais aller acquérir une start-up. Alors, je pense que en matière d'acquisition de start-up et de M&A, on est face à une diversité de situations très fortes. On imagine en premier lieu l'acquisition d'une entreprise comme un levier de croissance. On a deux leviers de croissance, la croissance organique ou la croissance par acquisition d'une entreprise existante pour faire un bond technologique, pour acquérir une équipe. On a des prismes différents. Ça peut être effectivement parce qu'on sait qu'il y a une équipe qui est très performante, parce qu'on a une technologie qu'on n'arrive pas à développer en interne, ou on a un marché qu'on n'arrive pas à adresser. Voilà, donc vraiment une diversité de motivations chez l'entrepreneur qui va vouloir croître plus rapidement que ce qu'il ne sait faire lui-même. Quelles sont les règles à suivre pour se dire que voilà, cette acquisition, ce sera la bonne? Est-ce qu'il y a des critères particuliers qu'il faut regarder, sur lesquels vous conseillez d'être plus particulièrement attentif? Alors, je pense qu'on peut dire rapidement le facteur humain et technologique. D'accord. Le facteur humain, parce que une entreprise, c'est une équipe et à sa tête un dirigeant. Et donc, il est essentiel d'appréhender chez ce dirigeant la capacité de poursuivre son entreprise et de s'intégrer ensuite au sein de votre propre groupe. Et ensuite, l'aspect technologique, la complémentarité. Et enfin, peut-être, et là, c'est un écueil à éviter, être certain que les deux cultures d'entreprise seront compatibles. Mais vous parlez des fondateurs, ça veut dire que vous considérez qu'il faut forcément les garder quand on acquiert une boîte ? Pas nécessairement. Effectivement, selon le prisme que vous envisagez, s'il s'agit d'acquérir une technologie, d'acquérir une équipe, mais que vous considérez que la fragilité de la société est au niveau de son top management, peut-être qu'en effet, une autre équipe dirigeante permettra de faire évoluer la société, sachant que le point commun dans tout ça, c'est d'arriver à révéler une société, puisque vous allez vous intéresser à une société avec un prisme différent. Vous allez vous dire en quoi je vais pouvoir apporter de la valeur, améliorer les choses dans cette entreprise. C'est marrant parce que vous avez cité les marchés, la complémentarité de la technologie, mais vous n'avez pas parlé du bilan comptable. Pourtant, j'imagine que ça fait partie des premières choses qu'on regarde quand même. Alors oui, évidemment, j'ai donné une réponse de juriste, en quelque sorte, mais bien évidemment, le modèle économique, le business plan, la solidité financière sont des éléments incontournables, j'allais dire, dans l'approche. Une approche d'ailleurs qui nécessite beaucoup d'anticipation, parce que vous interrogiez sur quels sont finalement les bons réflexes à avoir en vue d'une acquisition. Le premier réflexe, c'est d'anticiper, et d'anticiper en regardant précisément, en scrutant les éléments financiers et comptables. C'est des process qui prennent du temps, j'imagine déjà le temps de l'identification de la cible, le temps de regarder effectivement chacun des éléments que vous devez décrire, puis le moment où on close le deal, puis ensuite l'intégration. Vous mesurez ça sur une échelle de temps de combien ? Alors, si on met bout à bout tout ce qu'on doit faire, on est dans un laps de temps relativement long. La réalité est un petit peu différente puisqu'il y a une interférence qui est liée à la concurrence. C'est-à-dire, vous êtes acquéreur, vous vous intéressez à une cible, mais vous avez d'autres acquéreurs potentiels qui s'intéressent également à la cible. Et donc, on constate
raccourcissement du temps de transaction, là où traditionnellement, pour une acquisition, on pouvait imaginer une approche de l'ordre de quelques semaines, un mois, suivie de phase d'audit de quelques mois, suivie d'une négociation de quelques mois, le tout pouvant durer 6 mois, 1 an. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus vite. Ce process que je décris est court-circuité dans bien des cas par une décision rapide à prendre, un arbitrage d'ailleurs à faire entre un audit approfondi qui vous sécuriserait ou une opportunité à saisir. Mais c'est marrant parce que vous me parliez tout à l'heure de culture d'entreprise et vous me parlez en même temps de raccourcissement du temps. Comment est-ce que sur un temps aussi court, on peut mesurer si la culture de l'entreprise de notre cible va matcher avec l'entreprise dont on est responsable ? C'est là la difficulté, c'est là la prise de risque. C'est pour ça que l'élément humain, le contact avec le top management est essentiel, puisque on peut estimer que ce top management sera à l'image du reste de l'entreprise. On peut se tromper aussi. Mais donc effectivement, on est face à cette difficulté aujourd'hui d'une durée de transaction qui peut se raccourcir et donc d'arbitrage et d'une prise de risque sur cette culture d'entreprise qui potentiellement est plus forte. Merci beaucoup Pierre Gouget pour ces premiers éléments d'explication. Vous restez avec nous. On va poursuivre justement cette discussion avec 2 chefs d'entreprise qui ont justement réalisé des acquisitions. On poursuit cette discussion autour des fusions-acquisitions de start-up, toujours en compagnie de Pierre Gouget, co-responsable du département fusion-acquisition chez Del Sol Avocat. Nous ont rejoint Joao Cardoso, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Lovis, une compagnie d'assurance qui en a racheté une autre, donc vous allez pouvoir nous partager votre expérience. Et puis Xavier Laurent, bonjour. Bonjour, Aurélie. Directeur des fusions-acquisitions du groupe Manutan. Vous aussi, vous avez réalisé une acquisition, celle de ZAC, une start-up spécialisée dans l'économie circulaire. Xavier, je vais commencer par vous. D'abord, quel était votre objectif quand vous avez racheté ZAC ? Alors, l'objectif qu'on avait, nous, c'était d'avoir une croissance externe avec d'autres distributeurs dans d'autres pays. Et du coup, on n'a respecté aucun de ces 2 critères-là. Oui. Ce qui est souvent le cas. Et en fait, on a découvert ZAC qui fait l'économie circulaire et on s'est posé la question qui était, dans les 4-5 ans qui viennent, ce sera plus possible de vendre du matériel neuf, ce qui est notre métier, sans se préoccuper du matériel que ce matériel neuf va remplacer. Et donc, on se dit, stratégiquement, si on n'est pas là, on peut avoir un problème à un moment donné. Et en fait, ce que fait ZAC, c'est de collecter du matériel ancien pour le réinjecter dans un circuit d'économie circulaire. Pas dans une démarche d'économie circulaire. Alors, ils ne le font pas sur des produits qui sont très, très proches de nôtres. C'est de l'IT, même si on en fait un petit peu. Mais par contre, on s'est aperçu qu'on allait gagner un temps fou à avoir ces gens-là chez nous, plutôt que de redévelopper exactement ce qu'ils avaient fait eux. Donc le gain pour nous, c'était d'accélérer, d'acquérir des talents, notamment les 2 fondateurs, mais le reste de l'équipe également. Et puis ils avaient développé une plateforme technique qui n'était pas forcément dépendante de ces produits-là, mais qui permettait justement de gérer cette collecte et cette redistribution. Et on s'est dit que ce serait un gain de temps d'avoir cette plateforme aussi. Joao, vous, quel était l'objectif quand vous avez racheté donc c'est Otherwise, une autre compagnie d'assurance ? L'objectif était double. Était d'un côté de faire de la croissance, bien sûr, parce qu'il y avait un portefeuille existant, et d'un autre côté, nous permettre de développer la connaissance dans le domaine chien-chat. Parce que Otherwise était assez fort dans le domaine chien-chat, était un produit qu'on trouvait intéressant et cohérent avec la logique de tout au nom de Lovis. Et c'est pour cette raison qu'on s'est dit ça va nous permettre de gagner du temps. Vraiment dans la logique que 1 plus 1 peut être 3 ou 4. C'est rigolo parce qu'en fait, ils ont utilisé tous les deux la notion de gain de temps. Pierre Gouget, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a vraiment cette notion-là aussi d'accélération beaucoup plus simple quand on acquiert une start-up ? Écoutez, je crois que ce qui vient d'être décrit ici, c'est la capacité à adresser un nouveau marché ou un nouveau métier beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut faire en développant en interne le savoir-faire. Et je dirais que ce que ça m'inspire aussi, c'est que on assure une meilleure intégration quand on acquiert en quelque sorte un nouveau métier avec une nouvelle équipe, plutôt que de consolider un savoir-faire que l'on a avec des risques d'intégration ensuite de 2 équipes qui vont devoir coexister. Donc je comprends en effet que ce modèle soit assez vertueux.
Xavier, comment vous avez communiqué auprès des salariés du groupe Manutan ? Alors, alors, évidemment, pendant tout le process, on ne communique pas. Bien sûr, oui. Le jour où on les a acquis, on a communiqué. En fait, la façon qu'on a eue de faire l'acquisition, ça a été de faire une note de stratégie pour expliquer pourquoi cette acquisition était intelligente. Et cette note, on l'a partagée évidemment avec notre board. On l'a partagée aussi beaucoup, on l'a co-construite avec Zach, qui était en gros notre vision de l'avenir de Zach plus Manutan. Ouais. Et en fait, on a utilisé ce document sans le changer pour le communiquer aux employés. Alors, on le changeait en le présentant, mais en disant, bah voilà, on a acquis cette société-là pour cette raison-là, et c'était assez cohérent, puisque c'était d'une part la stratégie du groupe, qu'on avait décidé d'appliquer, deuxièmement, celle qu'on avait construite avec Zach. Et donc, ça permettait d'être complètement raccord, de ne pas avoir de zone d'ombre sur la raison pour laquelle on faisait cet achat-là. Et je vous rejoins, je trouve que ça a été un plus et pas je rajoute des compétences dans quelque chose qui existe déjà. Donc la greffe, elle est un petit peu différente. Elle est comment je vais connecter une nouvelle techno, un nouveau service, whatever, sur quelque chose d'existant. C'est pas je renforce une équipe existante. Et c'est pas du tout la même intégration, je pense. Joao, comment ça s'est passé chez vous ? Parce que, évidemment, j'imagine que vous, en plus, vous avez dû aussi communiquer avec les clients, puisque là, c'était deux offres qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Comment vous avez opéré là-dessus ? Alors, il y a bien sûr la dimension client et la dimension équipe. Je trouve qu'un axe qu'il faut vraiment le comprendre, c'est le fait que des équipes dans les startups ils ne se voient pas comme des fonctionnaires. L'implication dans l'entreprise est complètement différente. C'est un projet dans lequel c'est son rêve aussi, c'est son projet aussi. Alors, il faut que la communication soit faite d'une façon complètement différente. Alors, ce qu'on a fait était de les inviter à venir dans notre bureau avant même que la transaction soit 100% complète, les expliquer notre vision, le projet Lovis, pourquoi on pensait à intégrer, et en fait, à les passer le message qu'on voudrait, en fait, qu'ensemble, on serait plus fort et respecter, et je pense que cette mot, c'est très important, respecter, valoriser leur travail. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'on achète une société par la domaine, en raison de la dimension connaissance, mais souvent dans des startups, la dimension connaissance, c'est pas... il n'y a pas un document avec tout ça, avec des processus. Non, les processus, la connaissance est dans les personnes. Et pour dire que ça, pour moi, c'est absolument clé. Alors, j'étais là, j'ai expliqué, j'étais 100% à la disponibilité des gens qui voudraient parler directement avec moi. Et après, bien sûr, il y a où la dimension client. Et dans la dimension client, souvent aussi, les clients d'une start-up voient la start-up et cette entreprise d'une façon complètement différente. Il faut aussi respecter ce dialogue, faire la communication d'une façon beaucoup plus humaine et moins transactionnelle. Il n'y a pas une transactionnelle, il y a une communauté. C'est argent ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre Gouget, sur la culture d'entreprise et le fait que ça puisse matcher, surtout que, effectivement, comme le souligne Joao, il y a beaucoup de choses qui reposent sur la culture chez les startups. Oui, absolument. Et ça, c'est un facteur qu'on ne peut jamais totalement anticiper, d'autant que les transactions ont tendance à s'accélérer. La concurrence de potentiels acquéreurs est aux portes des entreprises qui sont ciblées. Donc on sait que le temps d'analyse, le temps d'audit qu'on pouvait avoir autrefois a tendance à se raccourcir, et donc le risque à prendre sur cette culture d'entreprise. Mais là où je vous rejoins, c'est cet aspect calendrier et communication, tant au niveau des équipes que des clients. C'est finalement la maîtrise du bon timing, puisque, comme vous le soulignez, il y a un sujet de confidentialité dans une transaction, mais à un moment donné, il faut embarquer une équipe entière. Et donc, il va falloir savoir les informer au bon moment et éviter l'hémorragie, parce que on voit, nous, en tant qu'avocats, on voit beaucoup de succès, on voit aussi des échecs, et les échecs se caractérisent par une fuite des salariés, une hémorragie après acquisition. Ce sont des scénarios qui peuvent se produire, et donc il faut les anticiper avec une bonne communication de nature à rassurer. Quelles sont les raisons des échecs quand vous les observez ?
Les raisons des échecs, c'est des cultures d'entreprise trop différentes. On le voit notamment dans le corporate venture, c'est-à-dire typiquement des gros groupes assez normés qui veulent se lancer dans quelque chose de plus novateur, mais qui ne réalisent pas que nécessairement une start-up reste une start-up, c'est-à-dire des process moins normés. De leur côté, une lourdeur dont ils ne se rendent plus forcément compte, mais qui ne permet pas donc à ces jeunes sociétés de poursuivre leur développement au rythme auquel elles doivent aller, puisque là encore, on a une concurrence farouche sur ces start-up. Elles doivent aller vite, et pour aller vite, il doit y avoir un processus décisionnel adapté, ce que n'offrent pas toujours les grands groupes. Donc il y a un effort à faire de part et d'autre. Xavier Manutan, ce n'est pas un grand groupe, mais c'est une ETI. Donc comment est-ce que ça se passe sur le plan opérationnel? Est-ce que vous avez le sentiment que du fait de votre taille, vous ralentissez un peu la start-up ou pas du tout, au contraire? Mais c'est exactement ça. On est un moins grand groupe qu'un très grand groupe. C'était une toute petite start-up, donc l'écart est le même. Franchement, c'est un des plus gros enjeux qu'on a eu. Ça a été de conserver l'esprit entrepreneurial des gens qui constituaient cette start-up, y compris de ceux qu'on a mis dans la start-up. Et pour le coup, presque plus d'adapter un certain nombre de process de Manutan à cette start-up-là. D'accord. Parce qu'effectivement, elle doit continuer à aller très vite. En plus, nous, on l'a acheté pour conquérir un marché, donc on doit aller très vite. Et si on applique les processus de Manutan à la start-up, on va démotiver les gens de la start-up qui veulent avoir un impact, qui sont là pour une raison. Et puis, en plus, on va les freiner tellement qu'on va rater notre propre objectif. Donc, ça a été, pendant 1 an, on les a coachés pour intégrer l'équipe. Et le vrai sujet, ça a été de faire prendre la greffe entre une partie des équipes qui est Manutan, qui a ses process, sa vitesse, qui a une puissance de feu incroyable par rapport à eux. Mais il faut respecter les process et la vitesse à laquelle ils vont. Et puis, Zach, qui eux vont très vite, qui peuvent saisir des opportunités, qui décident extrêmement rapidement, mais qui parfois vont tellement vite qu'ils n'arrivent pas à entraîner le reste de Manutan. Donc on a passé énormément de temps à faire ça. On a fait un truc, je ne sais pas si c'est... Alors, donne pas le son, c'est la première où on fait ça, mais on a pris des gens de chez Manutan qu'on a mis dans le comité de direction de Zach, notamment notre directrice commerciale, qui a pris la direction commerciale, parce qu'elle sait comment on vend du Manutan, et donc elle savait comment vendre le service Zach dans Manutan. D'accord. Donc elle a animé l'équipe de vente, et puis on a été chercher quelqu'un à l'extérieur pour toute la partie opération, pour mettre du process, parce qu'évidemment Zach était moins processé que les Manutan, et donc notre directrice des opérations, 2 femmes, elle a mis en face des process qui étaient à la fois adaptés à Zach et compatibles avec ceux de Manutan. Mais on a mis... c'est une petite entreprise et on a mis 9 mois, 1 an pour arriver à faire quelque chose qui fonctionne vraiment correctement. Chez Lovis, combien de temps vous avez mis pour intégrer Otherwise complètement et comment vous avez travaillé justement sur toutes ces questions de process et d'intégration? Oui, je suis d'accord que ça prend beaucoup plus de temps qu'on imagine. Ouais. Et je pense qu'il faut penser à différentes étapes. Alors, il y a une étape, je pense que l'étape au départ, c'est très important d'être très vite pour éviter exactement cette fuite des talents. Et bien contrôler la communication, le dialogue, parce que je dirais que typiquement, on associe il y a des mots qu'en général on associe comme des vainqueurs en discours assez agressif. Il faut sortir, dans mon point de vue, de ce discours complètement agressif. Parce qu'il faut, au contraire, mettre en valeur cette société, mettre en valeur ce qu'ils ont fait. Et valoriser ça et sortir de cette autre logique traditionnelle, disons. Alors pour moi, il y a une première étape qui est très importante. La première étape, je dirais que c'est les premiers 3 mois, ces 90 jours sont clés. Et après, bien sûr, on démarre une deuxième étape des processus ensemble, de devenir en fait part de toute une nouvelle équipe plus large, mais que cette vision qu'on est ensemble, et après une troisième étape dans laquelle il ne soit pas. Et il y a un vrai mélange des compétences, il y a un vrai mélange des connaissances. Et c'est comme ça, je vois cette première étape, je dirais 3 mois maximum, et qu'il faut être très vite. La deuxième étape, je dirais entre 3 et 6 mois, idéalement plus court. Et après, une quatrième étape qui va va être, ça dépend de la taille de cette deuxième étape, mais
maximum, ça peut durer un an. Sinon, il y aura un effet fatigue, il y aura un effet vraiment même de déception. Et je trouve que plus on est vite, mieux on respecte ce rythme, cette énergie. Pierre Gouget, derrière le mot agressivité là, que j'entends, il y a, j'imagine, du côté des collaborateurs de la cible, de l'acquisition, une petite crainte aussi du changement, d'être racheté par un autre groupe. Tout ça, j'imagine, peut s'alléger avec beaucoup de pédagogie. Alors, avec beaucoup de pédagogie et une difficulté qui est qu'en matière de fusion-acquisition, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être normés, couchés sur le papier. On fait une acquisition parfois avec des contrats très complexes, des clauses de prix, de compléments de prix. Mais la chose qu'on n'arrive pas à appréhender, c'est ce que vous décrivez, c'est l'aspect opérationnel de l'intégration. Personne ne pourra mettre ça sur le papier. Et donc, derrière, effectivement, il faut accompagner le processus d'achat qui va durer un temps relativement court, d'une sécurisation de ce temps plus long d'échange et d'intégration avec les équipes. Alors, on a quelques outils juridiques. On a l'intéressement. On sait que l'intéressement salarial des managers aujourd'hui est au cœur des problématiques de développement des entreprises. Mais ça n'est qu'un élément au soutien du développement, puisque le développement, c'est effectivement que chaque équipe se sente valorisée. Idéalement, la start-up valorisée par le fait de rejoindre un groupe qui a déjà vécu des succès. Et ça, c'est de nature à les rassurer. Et le grand groupe qui parfois pourrait être en mal d'imagination, et bien se dire, tiens, je vais trouver la pépite, l'idée que je cherchais depuis un moment, puis la fraîcheur des équipes, d'équipes nouvelles qui viennent rejoindre le groupe. Je vous entends opiner du chef à ma gauche, Xavier. En fait, nous, pendant le process d'acquisition, avec les deux fondateurs, on a fait il y a un process très normé, comme vous dites. Le rôle des M&A, nous, ça a été d'écrire l'histoire qu'on allait avoir ensemble dès le départ. Et Pierre-Olivier et Tim, leur objectif, c'était d'avoir de l'impact. Pierre-Emmanuel et Tim, qui sont les fondateurs de ZAC. Voilà, Pierre-Emmanuel et Tim, qui sont les fondateurs de ZAC. Ils avaient un objectif qui était de réduire le taux de carbone, d'avoir un impact positif. Et c'était pour ça qu'ils faisaient ça. C'est des gens qui ont fait des études brillantes. Donc s'ils font ça, c'est vraiment leur objectif. Donc toute l'histoire qu'on a racontée ensemble, c'était comment est-ce qu'on va leur permettre d'avoir plus d'impact qu'ils n'en auraient eu seuls. Et ça, c'était ce qui a été fondamental pour eux. Et c'est ça qu'on a conservé pendant tout le long du processus, après l'achat notamment, qui était de dire, on se rappelle pourquoi est-ce qu'on est ensemble. Notamment, on a créé des comités stratégiques sur l'économie circulaire que Pierre-Emmanuel préside. On a fait des développements que Tim préside pour aller dans cette direction-là. Et on les a mis à des postes stratégiques, puisque nous, c'est une acquisition stratégique dans ce cadre-là, pour être cohérent avec l'histoire qu'on leur avait racontée dès le départ, ou qu'on s'était tous raconté dès le départ. Ça a été notre fil conducteur qui permet, tous les X temps, quand on se recroise, de se dire, est-ce qu'on est encore en train de faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire? Est-ce que vous êtes heureux avec cette histoire-là? Est-ce que ça se déroule à peu près comme vous l'aviez imaginé au moment de l'acquisition? Ça nous a permis de garantir le fait que Pierre-Emmanuel et Tim étaient heureux de venir. Et derrière Pierre-Emmanuel et Tim, évidemment, l'ensemble de l'équipe ZAC qui les avait rejoints pour la même raison. Ça nous a tout le temps dirigés. Et je pense que ça, c'est une clé de succès. Enfin, en tout cas, dans leur cas, plus que de les intéresser. Il y a tout ce qu'il faut dans le contrat pour les intéresser sur le suite. Mais je pense que c'est plus ça qui les dirige que l'argent qu'ils pourraient avoir. Et probablement, si je peux me permettre, de bien identifier aussi les contraintes que chaque partie vont devoir rencontrer. C'est-à-dire que cette feuille de route que vous écrivez et que vous vous remémorez en cours de route, elle est importante parce que quand vous serez face aux contraintes qui ne manqueront pas d'arriver, vous saurez que ça fait partie du plan de bataille. Ouais. Oui, c'est ça. Et on a ressorti, là, ça faisait 1 an, donc on a arrêté cette période d'intégration. Ça y est, ils sont intégrés, ils sont vraiment complètement dans le groupe. On a ressorti le papier pour se dire, au fait, voilà ce qu'on s'était dit, on a fait ça avec toute l'équipe, et on a essayé de cocher les cases, parce que c'est très important de pouvoir matérialiser ça, parce qu'il n'y a pas de KPI sur je suis heureux. Ouais. C'est compliqué. Et en fait, c'est ça qui va driver le succès de la greffe, on va dire. Chez Lovis, vous avez gardé ou pas les fondateurs d'Otherwise au sein du... Dans notre cas, on n'a pas gardé. D'accord.
pour une raison très simple. On avait compris que les dernières 12 à 18 mois étaient très durs pour eux. Il avait un effet un peu, disons, de fatigue. Et on a compris qu'il avait un peu cette fatigue. Heureusement, ils ont été très transparents avec nous. Et on a alors trouvé un plan pour être sûr que, bien sûr, on pouvait continuer cette aventure sans eux et trouver une personne qui pouvait piloter les équipes et aider ces équipes-là dans cette transition. Mais je pense que c'est très important, au moment qu'il y a une acquisition, vraiment d'avoir des actions, qu'il y ait un progrès clair. Et dans ce cas, malheureusement, on ne pouvait pas compter sur eux, mais on avait une vision claire et une vision conçue avec eux. Et ça, je trouve très important. Je trouve très important que notre message et leur message étaient cohérents, consistants, et on était ensemble. Même si le plan n'était pas qu'il restait chez Lovis, le message était comment ? Pierre Gouget, si on doit résumer tout ce qu'on vient de se dire pendant une demi-heure, quelles seraient les clés pour une intégration de start-up réussie ? C'est compliqué, il y a évidemment énormément de facteurs. On a dit identifier au mieux, j'allais dire, les forces et les faiblesses pour, encore une fois, être plus performant dans la phase d'exécution. Et puis c'est avoir cette capacité à se réinventer avec l'apport de l'autre. Donc voilà, on voit que dans ce mouvement de balancier, chacun a apporté. Et puis il arrive parfois que ce soit des poupées gigognes, c'est-à-dire vous avez une acquisition et l'acquéreur va lui-même se vendre à un autre groupe et alors on transpose une nouvelle fois cette problématique. Donc voilà, mais le maître mot est l'anticipation qui est perturbée aujourd'hui par un rythme dans les phases d'acquisition qui s'accélère de plus en plus. Donc il faut avoir la pertinence sur un certain nombre de critères qu'on va pouvoir évaluer très rapidement. Merci beaucoup à tous les trois. Pierre Gouget, co-président, co-responsable du département fusion-acquisition chez Del Sol Avocat, Joao Cardoso, CEO de Lovis, et Xavier Laurent, directeur des fusions-acquisitions du groupe Manutan. Évidemment, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work. Smart at Work vous a été présenté en partenariat avec Manutan.